Mesdames et Merci. messieurs, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en vrai pour cette dernière plénière de ce très beau salon. Vraiment, on est très heureux, la FEVAD, d'être partenaire de ce Paris Retail Week qui revit et c'est vraiment de bon augure et on est tout à fait ravis. Alors aujourd'hui, vous le savez, ce matin, on a décidé de parler d'emploi et de transformation digitale puisque on va s'intéresser plus particulièrement à l'impact du e-commerce sur l'emploi dans le commerce physique et la distribution. Car vous le savez, un des principaux enseignements, un des faits les plus marquants de cette crise pour la consommation et le commerce, ça a été l'explosion des ventes sur Internet. Face aux restrictions, face aux risques sanitaires, les Français se sont rués vers les sites Internet avec une accélération sans précédent des ventes Internet et notamment des ventes Internet des magasins. Selon les chiffres de la FEVAD, il faut savoir que les magasins ont vu leurs ventes doubler, je dis bien doubler, par rapport à avant la crise Covid. Donc un phénomène sans précédent. Et pour vous donner un ordre de grandeur de cette explosion des ventes magasins, la croissance des ventes Internet des magasins a été 2 fois plus rapide que celle du reste du marché et 3 fois plus rapide que celle des pure players. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est comment les magasins ont-ils fait pour absorber un choc aussi important, pour réussir à doubler le traitement des commandes dans un temps aussi court, avec quelles conséquences sur les organisations, quelles conséquences sur les RH. Ce sujet, on a voulu en faire un sujet d'étude avec KPMG pour essayer de comprendre l'impact de cette crise sanitaire, de cette explosion du e-commerce chez les retailers, en essayant de comprendre à la fois quel avait été l'impact de cette crise sanitaire sur les retailers, quels étaient les enjeux de cette transformation des organisations pour faire face à cette augmentation du e-commerce et surtout quelles étaient les stratégies mises en place. Cette étude, on va vous la présenter dans quelques instants, elle repose à la fois sur de la recherche documentaire par les équipes de KPMG, mais également sur des entretiens approfondis avec des professionnels, avec des personnalités qualifiées qui nous ont amenés et permis de réfléchir ensemble à cette question-là. Et fondamentalement, le principal enseignement qu'on peut en tirer, c'est que derrière cette révolution technologique, il y a une dimension humaine. Derrière tous ces aspects techniques, il y a le sujet des organisations, des ressources humaines. Dans quelques instants, vous allez pouvoir découvrir en exclusivité et en avant-première les principaux enseignements de cette étude qui vont vous être présentés par KPMG. Puis, on reviendra sur les principaux enseignements, notamment on s'intéressera à quel a été l'impact de la crise sur les recrutements, sur l'emploi. On s'intéressera aussi à quelles ont été les stratégies mises en place par les retailers, avec quelles difficultés, mais aussi et surtout, quelles sont les solutions qui ont été mises en place justement pour engager ce mouvement, pour s'engager dans cette voie du commerce unifié qui est la voie du commerce de demain. Pour en parler, je vais donc appeler à me rejoindre les différents intervenants. Alors Sébastien Durand, si tu veux bien nous rejoindre, qui est responsable de l'offre commerce unifié chez KPMG qui va nous présenter l'étude. Sébastien, si tu veux bien te mettre sur la table. Pierre Canet qui est le président et fondateur de Blue Search, un cabinet conseil spécialisé dans le digital qui accompagne de nombreux e-commerçants, notamment des retailers, et ça sera très intéressant d'avoir son point de vue. David Lamy, David est responsable ressources humaines à La Redoute, marque iconique de la vente à distance, devenu un leader du e-commerce et aujourd'hui qui fait partie d'un des groupes les plus connus en France dans la distribution historiquement, qui est le groupe Galeries Lafayette. Et last but not least, Romain Rouleau qui va également nous rejoindre sur scène. Romain est CDO de Kingfisher, Castorama, Brico Déco, et il a surtout un parcours et une expérience impressionnante dans la transformation digitale puisqu'il a travaillé notamment pour Voyage SNCF et Accor, et là aussi son regard sur ces évolutions sera très intéressant. Sans plus tarder, je vais tout de suite passer la parole donc à Sébastien Durand qui va venir vous présenter rapidement cette étude que vous pourrez ensuite découvrir plus en détail sur le site de la FEVAD et de KPMG. Sébastien, si tu veux bien. Merci Marc. Bonjour à tous et toutes.
Donc, comme Marc m'a introduit, donc moi je travaille chez KPMG, je suis responsable de l'offre commerce unifié et ça fait la 5e année déjà et avec grand plaisir qu'on travaille avec la FEVAD. Donc tous les ans sur le Challenge Start Me Up. Les résultats ont été annoncés il y a quelques jours, c'est-à-dire la start-up qui apporte le plus de valeur aux e-commerçants. Et en parallèle de ça, on fait une étude tous les ans et cette année, l'étude portait, comme l'indiquait Marc juste à l'instant, sur le commerce unifié justement et l'impact du e-commerce sur l'emploi. Donc, concernant ce sujet-là, effectivement, l'emploi et le e-commerce, c'est toujours un sujet un petit peu sensible dans le climat social actuel. Quand on a choisi cette thématique, on a fait ce choix après la pandémie, après la crise sanitaire qu'on a tous subie en fait, et on s'est dit voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue impact sur l'emploi, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue modèle opérationnel en fait pour les distributeurs, comment ils arrivent à vivre cette période et comment surtout ils vont en sortir et comment ça va accélérer les transformations qui avaient déjà été engagées depuis une vingtaine d'années à travers le e-commerce. Donc voilà, donc les objectifs de cette étude pour nous, c'est de faire une revue de tendance de manière pragmatique, objective, parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur ce type de sujet, on a souvent vu des études qui allaient dans un sens, dans l'autre, comment démêler le vrai du faux, et surtout comment avoir une vision claire de ce que le e-commerce apporte à l'emploi en France, et surtout comment il le transforme. Donc des difficultés pour évaluer ces tendances, donc on les a vécues à travers cette étude, qui était un peu plus compliqué finalement à gérer dans le contexte actuel comparé aux précédentes. Et surtout, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'était une évolution du modèle opérationnel des distributeurs, notamment des distributeurs click and mortar, c'est-à-dire avec des points de vente physiques qui sont les premiers à vivre ce type d'impact justement et ce type d'évolution à travers le e-commerce. En termes de... Voilà, donc quelques chiffres de la FEVAD. Le e-commerce, malgré la période qu'on vient de passer, ben voilà, le e-commerce continue sa croissance. Elle est un peu plus basse que ce qui était prévu, mais voilà, elle a permis, dans tous les cas, pendant cette période de crise, à 42 millions de cyberacheteurs de continuer à s'instruire, à travailler, à se divertir, à se soigner, à communiquer. Donc comme vous le voyez, cette croissance, cette année, elle est de plus 8,5%. Elle a notamment été tirée par la vente de produits, qui a fait plus 32% cette année comparée à l'année précédente. Et il y a notamment eu une baisse sur la vente de services, notamment avec tout ce qui est naturellement en rapport avec le transport, loisirs, tourisme, où là on a eu une baisse très importante. Voilà. En tout cas, ce qui est très important, c'est l'évolution des comportements d'achat à travers cette crise. Donc 88% des cyberacheteurs vont continuer à commander sur Internet, même après la réouverture des magasins. Donc c'est un comportement qui s'installe aujourd'hui. Le e-commerce est de plus en plus une habitude, finalement, qui va rester dans le temps. Ça aurait été 70% avant la crise, donc vous voyez, c'est un plus 18%. 37% des cyberacheteurs déclarent qu'ils vont commander davantage sur Internet, donc on amplifie finalement les habitudes d'achat sur ce type de canal. Et fait nouveau, moi qui travaille également sur une offre de digitalisation des centres-villes, les cyberacheteurs attendent de plus en plus de leurs commerçants locaux finalement qu'ils puissent livrer à domicile ou qu'ils offrent un service de click and collect. C'est les 3/4 des Français. Donc voilà, comme je viens de le dire, poursuite de la croissance en 2020, surtout tirée par la vente de produits. Ancrage définitif finalement de ce type d'habitude. Voilà, à travers l'omnicanal, on va y arriver sur un terme que vous allez entendre de plus en plus, le commerce unifié. Ce qui est important, c'est avant la crise, le e-commerce finalement c'était moins de 10% du poids du commerce de détail, c'est-à-dire à peu près 1 euro dépensé sur 10 en e-commerce. Maintenant, on est passé à 13,4%, donc plus d'1 euro sur 10. Il y a eu une augmentation assez importante en fait, avec un poids qui continue à augmenter. Une accélération des comportements d'achat et comme je le disais, une évolution vers le commerce unifié, c'est-à-dire on replace le client au centre. Aujourd'hui, tout le monde fait ses parcours d'achat selon ses besoins, complètement personnalisés et on cherche à avoir une expérience totalement fluide, qu'on aille en magasin, en ligne, à travers du social selling, sur les réseaux sociaux ou qu'on parle à quelqu'un en call center. Alors, quels effets sur l'emploi? C'est la thématique finalement de l'étude de cette année. Donc, comme on le disait au début, il y a une certaine difficulté à mesurer de façon fiable, finalement et objective, les liens entre e-commerce et emploi. Pourquoi? Pour différentes raisons. Alors, il y a 10-15 ans, quand le e-commerce a démarré,
bien souvent, dans les modèles organisationnels, on crée une entité séparée, une start-up, on crée une business unit séparée avec des comptes financiers bien différents, des gens qui travaillaient sur le digital, des gens qui travaillaient sur les réseaux classiques. Et là, on était bien capable en fait, de voir la différence entre les deux et surtout de dire, voilà, il y a tant d'emplois aujourd'hui sur le digital. Maintenant, 15-20 ans après, on est sur du commerce unifié, de l'omnicanal, et des gens finalement qui sont de plus en plus transverses à l'ensemble des canaux. Et aujourd'hui, c'est devenu quasi impossible de dire tant de nombre d'emplois finalement sur le digital, tant sur le physique, parce que tout simplement, tout est de plus en plus imbriqué. Il y a des emplois directs dans le e-commerce qui génèrent des emplois indirects. Ça dépend des secteurs, ça dépend des niveaux de maturité finalement des entreprises. Ça dépend si elles sont face à des pure players. Ça dépend s'il y a une linéarité ou pas entre le nombre d'emplois finalement et le chiffre d'affaires qui est généré. Donc pour ces différents facteurs-là, aujourd'hui, le e-commerce qui infuse la totalité de la société est complètement intégrée aux entreprises et on est plus maintenant sur des tendances d'évolution sur l'emploi plus que de dire le e-commerce génère X emplois versus sur le physique il reste encore un certain nombre d'emplois qui existaient et qui a continué à évoluer, on va le voir. Dans tous les cas, les deux domaines les plus impactés par le e-commerce, c'est naturellement le commerce de détail, parce qu'on est sur de la distribution, c'est assez classique finalement. C'est pour ça qu'on parlait de distributeurs click and mortar au début de mon intervention. Et la logistique transport, parce qu'on le voit finalement, le digital, c'est étendre le schéma logistique du distributeur finalement jusqu'au pas de votre porte de plus en plus pour vous faire livrer tous les jours avec des promesses de plus en plus rapides en termes de livraison. Ce qui est important, et je pense que c'est pour casser un mythe, finalement, le nombre d'emplois... on a trouvé plusieurs sources, finalement. On a cherché et analysé pour cette étude les différentes sources en termes de chiffres. Et celle qui nous a paru la plus pragmatique, objective, c'est l'INSEE, en fait. Concrètement, l'INSEE, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? C'est sur 20 ans, l'effectif salarié du commerce de détail et de l'artisanat a cru de 14%. Voilà, donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'au global... Sur le nombre d'emplois avec le développement du e-commerce, il n'y a pas une vente, il n'y a pas une augmentation, il n'y a pas une baisse finalement du nombre d'emplois global, c'est même plutôt une hausse, puisque je vous dis, entre 1998 et 2020, il y a eu une augmentation de plus 14% du nombre d'emplois en lien avec la distribution. Alors, quelques tendances clés, on va aller assez vite, mais voilà, comme je disais, les deux principaux domaines impactés. Comme tu pas le timer, et je le vois, on est un petit peu juste. Donc on est un petit peu juste, je vais accélérer. Ouais, pour laisser du temps à nos intervenants. Exactement. Donc le commerce de détail, ça augmente. Même le commerce hors magasin, même si ça baisse, le e-commerce augmente. Et la logistique transport augmente également. Le commerce unifié, je le disais, c'est une expérience fluide, voilà, complètement centrée autour du client. Aujourd'hui, on n'est plus sur de l'omnicanal, chacun construit ses parcours. Donc ça, c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut mettre en place au niveau des distributeurs pour être capable de se démarquer, finalement, et rester en avance par rapport à ses concurrents. Aujourd'hui, c'est comment les consommateurs veulent désormais acheter. Je passe assez vite. Comme tu le disais, Marc, pendant l'urgence de la crise, voilà, donc il y a eu un besoin de relever le défi du commerce unifié dans l'urgence. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire réaffecter des ressources de commerce physique vers du digital. Donc on l'a vu ça chez tout un tas de distributeurs qui devaient réaffecter des ressources dans l'urgence avec des points de vente fermés. Maintenant on est après l'urgence, on est dans le temps de la structuration, la consolidation de ce nouveau modèle de distribution et on doit faire évoluer des métiers d'une part historiques, voilà, donc de la logistique, de la relation client. Ces métiers sont boostés finalement avec le e-commerce de plus en plus. Il y a un besoin, il y a une tension sur ces métiers-là historiques qui doivent devenir de plus en plus transverses. Et dorénavant, comme je le disais, voilà, on souhaite fonctionner et les distributeurs doivent fonctionner avec des profils hybrides et totalement transverses à l'ensemble des canaux et à l'ensemble des parcours des clients. Voilà, donc compétences avant et après l'acte d'achat sur des métiers qui existaient déjà finalement chez les distributeurs ou avec de nouvelles compétences marketing et digital. Un défi sur l'attractivité et la rétention des métiers, notamment au niveau des soft skills. On l'a vu qu'au niveau des compétences techniques, de plus en plus sophistiquées, au bout de 2 ans, on est complètement obsolète. Il faut absolument avoir des soft skills, c'est-à-dire la capacité à s'adapter en permanence à l'évolution du modèle en mode agile et en mode transverse et sur l'ensemble des canaux. Et en fait, mettre en place des stratégies au niveau des feuilles de route, des agendas finalement des dirigeants, d'upskilling et de reskilling des compétences en permanence et notamment pour requalifier les ressources qui sont déjà dans l'entreprise en fait.
Voilà, donc je passe rapidement sur ce schéma qu'on va aborder au cours. On va le garder pour après. Exactement. Parce que c'est la clé et j'aimerais bien qu'on fasse intervenir les intervenants. Et bien sûr, tu restes avec nous, Sébastien, et tu pourras intervenir à tout moment pour compléter. Merci beaucoup pour cette présentation. Encore une fois, vous pourrez la retrouver dans son intégralité. C'est un exercice, on peut l'applaudir. Pas facile. Et merci à KPMG qui a fait un travail vraiment remarquable, toutes les équipes derrière Sébastien. Merci Marc. Et vous aurez certainement l'occasion de regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on voit un petit peu avec les intervenants ce qu'on vient de voir rapidement. Et je vais commencer par une question, c'est cet impact qu'a eu la crise sur le recrutement. Et je sais que vous ne l'avez pas forcément tous vécu exactement de la même façon. Et je vais peut-être commencer avec David, parce que lorsqu'on a préparé, tu m'as dit finalement, il n'y a pas eu tant d'impact que ça à la Redoute. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Exactement, parce qu'en fait, notre métier, c'est le e-commerce. Donc en fait, on a les équipes qui sont préparées à faire du e-commerce en amont et en aval de la relation client. Et dans les premiers moments de cette crise, effectivement, on a d'abord eu un problème de distribution. Et puis ensuite, le commerce est parti, on a eu des commandes et on avait les effectifs pour gérer la demande, en fait. Et jusqu'à probablement les 3-4 derniers mois, on n'a pas eu d'impact direct d'emploi parce qu'on était en capacité de répondre à la demande de nos clients. Et parce que vous étiez peut-être mieux préparé que certains, effectivement, à cette montée en puissance que vous avez pu absorber plus rapidement. On avait les capacités de le faire parce que c'était le but de notre organisation, c'est-à-dire que c'est un commerce qu'on connaissait. Bien sûr, donc, bien sûr. Et vous avez beaucoup investi en plus ces dernières années, je crois, en amont, effectivement, depuis 5 ans sur ce marché. Romain, est-ce que chez Kingfisher, vous avez vécu les choses de la même façon ? Non, pas du tout en l'occurrence. Nous, on a eu trois événements importants. D'abord, évidemment, la crise du Covid est un élément structurant. Deuxièmement, on est sur un secteur, le bricolage et l'amélioration de la maison, qui était plutôt en sous-performance en pénétration e-commerce. Et qui a explosé. Parce qu'il y a eu une affection des Français sur leur maison. Et le troisième, c'est que dans notre stratégie, on a mis le magasin au centre de la transformation du modèle. Donc un modèle classique, je rentre dans un magasin, je ressors. Un modèle où le magasin est actif et central, y compris dans la stratégie e-commerce. Donc c'est cette triple transformation qui a fait qu'on a recruté beaucoup de monde, à peu près 2300 personnes en 2300 personnes sur un effectif de combien à peu près ? Sur 21 000 sur les deux enseignes. Et à peu près 15% de ces recrutements sont directement liés à la transformation et au développement de l'e-commerce. Donc c'est massif. En 2 mots, parce qu'on va essayer de couvrir tous les sujets, tu peux nous dire juste les métiers qui ont été les plus recrutés ? Les métiers au sein du magasin, puisque avant on ne préparait pas des commandes pour les clients, concrètement les magasins aujourd'hui livrent les clients, préparent des commandes qui vont être livrées par les transporteurs. Et après c'est l'explosion de la vente en ligne qui a fait qu'il y a eu beaucoup de recrutements au siège pour accompagner les 2 sites, Castorama et Brico Dépôt. Et on reviendra sur ces aspects de transformation aussi des ressources humaines existantes vers le digital. Pierre, est-ce que tu peux arbitrer le match ? Alors, comment ont vécu les distributeurs, notamment les retailers, cette période, recrutement par recrutement ? Alors moi, Est-ce qu'ils étaient préparés ? Je suis le juge de paix, en effet, mais surtout, en tant que chasseur de tête, je suis vraiment équidistance entre l'offre et la demande. Donc, je vois bien les tensions apparaître, les aspirations des cadres, les souhaits, avec quelquefois un côté idéal des entreprises. Donc, le juge de paix dit effet de souffle fort dans les missions qui m'ont été confiées. Dans à peu près 1 cas sur 4, l'entreprise qui me sollicitait pour un recrutement n'avait jamais recruté un cadre du digital. Dans 3 cas sur 4, quand on me confie un mandat, c'est une création de poste. Et quelquefois, c'est une création de poste au sein d'une direction qui est elle-même en création. Autre élément qui est important dans le monde du retail, c'est l'abaissement du seuil à partir duquel une entreprise décide de recruter un cadre dédié au monde du digital. Donc ces 3 effets, création de poste, nouveaux employeurs et abaissement du seuil critique à partir du moment duquel un retailer recrute un cadre digital, ces 3 effets très forts qui sont véritablement la conséquence du Covid. Très bien. Très intéressant. Du coup, je vous propose tu voulais ajouter quelque chose, Sébastien, par rapport à ça ? Je t'en prie. Okay. Quand tu veux, tu interviens. Pas de problème. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir les stratégies qui ont été mises en œuvre par rapport à, effectivement, un certain nombre de points qui sont ressortis dans l'étude, de difficultés que pouvaient parfois rencontrer
les retailers et auxquels ils étaient confrontés. Et il y a un sujet qui est ressorti notamment chez les retailers dans ces mouvements vers le commerce unifié, c'est la question de l'attractivité. L'attractivité, alors parfois ça peut être des questions de géographique, mais ça peut être aussi des questions d'attractivité, notamment sur des postes un peu tech, par rapport aux géants de la tech ou aux startups qui peuvent aussi séduire les jeunes. Donc comment font les retailers pour attirer finalement les meilleurs talents dans vos entreprises pour accompagner justement cette transformation? David? Alors dans les conversations qu'on peut avoir avec les candidats en termes d'attractivité, il y a un sujet qui s'impose à nous désormais, qu'est le télétravail. C'est-à-dire que c'est un élément, la flexibilité, la capacité et la liberté d'organiser son travail. Ça fait partie des premiers sujets de conversation qu'on va avoir avec les candidats. Ça, c'est vraiment une demande. C'est une transformation incroyable. On ne peut pas passer un entretien sans qu'on ait une discussion sur et le télétravail chez vous, ça s'organise comment. Donc ceux qui n'ont pas de télétravail... Avant, les cadres nous demandaient combien de jours de RTT. Maintenant, ils nous demandent combien de jours de télétravail. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mais je n'assimile pas les RTT au télétravail, bien entendu. Pas du tout. Donc ça, c'est vraiment une transformation de l'échange qu'on va avoir. Après, l'attractivité chez nous et dans les candidats qu'on reçoit et ce qui est partagé, c'est le mid-size company et l'intérêt des jobs, l'autonomie dans mon job et la responsabilité. Ça aussi, c'est quelque chose et on attire des gens qui viennent d'entreprises plus grosses que nous et qui quittent parfois parce que le manque de sens dans ce qu'ils font, et ils ont besoin de comprendre ce qu'ils font et ce que ça apporte à une entreprise. Et puis le troisième pilier, c'est le télétravail, c'est important, mais aussi c'est la localisation. Et nous, on a changé notre approche. On est une société avec un siège qui est basé à Roubaix. Roubaix n'est pas toujours une ville hyper attractive, même si je vous invite à la visiter. C'est une région qui est très sympa. Et du coup, on a modulé cette approche-là où peut-être qu'il y a 2 ou 3 ans, on demandait aux collaborateurs de venir sur site et de travailler dans la région et de s'implanter. Maintenant, on est beaucoup plus flexible et on embauche des gens qui habitent à Bordeaux, qui habitent à Toulouse, qui habitent à Marseille, qui continuent à vivre là où ils habitent tous les jours. Et tu disais que vous les encouragez même à se regrouper. Et voilà, et on démarre, ça c'est quelque chose pour 2022 et le futur, on démarre cette notion de hub de talent en disant, en fait, si tu habites à Toulouse, crée un hub, recrute autour de toi les talents que tu connais, crée un hub, et puis mettons 3-4 personnes en coworking dans une zone où vous êtes et rapprochez-vous. Donc on cherche à créer des zones de talent localisées et éloignées. Ça, très particulièrement sur les mondes de IT, data, sur des mondes très spécifiques et très tendus. Ok. Romain, alors vous êtes dans le Nord aussi? Oui, alors on est dans le Nord et en banlieue parisienne, près de Massy-Palaiseau pour Brico Dépôt. On a 2 caractéristiques. Alors, il y a des points qui sont communs avec la Redoute. On est dans le Nord, mais on est sur un bassin un peu plus large. Donc, et puis on est sur un site qui est plutôt agréable. Et donc, on a un sentiment, effectivement, il y a eu une grosse tendance du télétravail. Mais il y a aussi eu, depuis quelques mois, c'est assez récent, une tendance à quand est-ce qu'on retrouve à une vie sociale ce qu'apporte le cadre d'entreprise et qui n'est pas les tunnels de Teams qu'on a tous connus. On a découvert quand même qu'il y avait des limites parce que ça cassait le lien social. Ça, c'est un point important. Et l'attractivité chez nous par rapport à des activités de pure player, c'est très lié à la transformation. Et en fait, il y a beaucoup de candidats qui sont très intéressés par le fait de prendre une transformation plutôt au début et plutôt que d'être dans une logique où on est dans des très grosses structures très digitales, mais sur lesquelles, en fait, l'impact individuel va être relativement modeste. Donc, c'est ce qui attire beaucoup de gens, c'est de dire, bon, voilà, on sent qu'il y a une grosse vague là-dessus, et on va en faire partie, et on va se dire, on a vraiment contribué à ça. D'accord. Donc, il y a une vraie réflexion sur l'attractivité et la façon dont vous pouvez effectivement... changer le modèle, voilà, le fait de participer au changement de modèle. D'accord. Effectivement, Marc, ce qui est ressorti dans l'étude, c'est la compétition finalement entre les retailers assez classiques et des projets un peu très importants dans la durée, en mode run, etc., comparé à la possibilité de travailler dans des startups, sur des projets innovants qui changent régulièrement. Et ça, c'est un des défis justement vis-à-vis des nouvelles générations sur les nouvelles technologies, la data et le marketing justement. Essayer de les attirer chez les retailers classiques en faisant évoluer leur ADN et pas les laisser partir justement uniquement vers les startups et ce type de monde-là. Pierre, un mot sur cette question de l'attractivité et comment on rend ces retailers très sexy pour les jeunes. Est-ce qu'il y a démonétisation d'un certain nombre de marques employeurs sur un marché de l'emploi pour les talents du digital? Sans doute, je pense qu'il y a 2 dimensions. Il y a celle qu'on a abordée en matière de localisation, où en effet, la capitale, Paris, attire moins. Il est très difficile de pourvoir des postes en banlieue. Mieux vaut un cœur urbain qu'une banlieue. Et d'autre part, il y a une aspiration à la province. Et il y a des villes, Lyon,
Bordeaux, Nantes, Lille aussi, qui sont considérées comme plus attractives que les opportunités à Paris. Et puis il y a une deuxième dimension qui est la typologie employeur. La compétition, elle ne se fait pas entre deux employeurs qui proposent 2 postes salariés, elle se fait aussi par rapport à cette voie entrepreneuriale que peuvent vouloir prendre un certain nombre de jeunes cadres, soit en étant fondateur d'une entreprise, soit en étant auto-entrepreneur, soit en étant cofondateur et en rejoignant une société rapidement. Donc les arguments, les armes que mes clients me donnent ou que je leur demande d'affûter pour convaincre les candidats ne sont pas seulement le fait que, par exemple, Kingfisher, Castorama devrait attirer un talent pour qu'il ne rejoigne pas Leroy Merlin. C'est aussi une compétition par rapport à Mano Mano, par rapport à Frischti et par rapport à d'autres entreprises sur d'autres segments d'activité qui sont plutôt des licornes ou des futures licornes. Donc ça amène forcément la marque employeur à se mettre dans un bain urbain, d'une part, et dans un bain entrepreneurial, d'autre part. Très clair. Alors, on va rester sur cette question de la politique RH pour l'attractivité et aussi la fidélisation. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur ce sujet également qui est apparu dans l'étude, qui est la volatilité aujourd'hui des talents et avec des conséquences peut-être sur les salaires et l'inflation des salaires. Pierre, rapidement sur ce point-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates également ? Alors, ça fait très longtemps que les expériences dans le monde du digital sont à peu près 2 fois inférieures en durée à celles qu'on peut avoir dans le monde du retail. Donc si on compare e-retail et retail. Si on compare même les expériences côté pure player ou les expériences e-retail, c'est encore une durée un petit peu plus courte. Donc je pense que cette volatilité est encore un peu plus forte aujourd'hui. C'est juste la conséquence du rapport entre l'offre et la demande. Sur des métiers en particulier ou pas ? Sur quasiment tous les métiers, mais notamment toute la ligne des métiers du marketing online, notamment l'acquisition, et sur les métiers tech, métiers dev, tout simplement parce que ces candidats sont sursollicités et puis qui peuvent se retirer du marché de l'emploi pour être freelance pendant quelques temps, puis revenir au marché de l'emploi sur une période. Donc ça entraîne une volatilité encore un peu plus importante. Quant à l'impact sur les salaires, on est sur une économie d'offres et de demandes. S'il y a une demande de main-d'œuvre plus importante pour une offre de compétences qui reste un peu près stable, malgré les entrées sur le marché de l'emploi, ça entraîne forcément une assez forte surenchère salariale, qui est vraiment aiguisée et particulièrement prégnante actuellement. David, on ressent ça à la Redoute ? On a une stabilité assez importante. Il y a des frémissements sur le fait qu'effectivement, notre turnover, c'est 12%, donc c'est pas catastrophique pour l'instant, mais on sent que ça bouge un petit peu. Et moi, je parlerais plutôt d'une classe d'âge, où quand on regarde un peu dans les gens qui partent, c'est plutôt le 32-45 ans, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont cette première expérience significative et qui sont un peu chassés. Et par ton voisin. Voilà, par mon voisin, tout à fait. Aujourd'hui, je suis innocent, je ne chasserai personne. Et donc là, ça bouge beaucoup plus en fait sur cette tranche d'âge. Et là, c'est difficile de stabiliser. Avant, l'attractivité se passe bien. Après, il y a plus de stabilité. Mais alors là, au milieu, c'est plus compliqué. C'est l'âge d'or. Hein. Je l'aurais peut-être mis un petit peu plus jeune. Je pense que l'âge d'or dans le digital, ça commence peut-être à 27-28 ans. Donc dès le deuxième poste dans la carrière. Peut-être qu'il s'arrête un tout petit peu plus tôt, malheureusement. Hein, donc on est tous hors champ, là. On est tous hors champ, là, mais bon, c'est pas grave, on a d'autres qualités. Romain, effet générationnel également ? Oui, il y a un effet générationnel et puis il y a un effet typologie de métier. C'est-à-dire que, paradoxalement, on était sur un secteur et on ne faisait pas partie des leaders sur le digital sur notre secteur. On a nos ventes qui ont explosé, on a plutôt surperformé le marché. L'entreprise a des résultats aussi exceptionnels, positivement parlant. Et donc, ce qui fait qu'il y a ce paradoxe avec qu'on n'était pas un terrain de chasse, mais notre succès et nos réussites actuelles font qu'on devient un terrain de chasse, paradoxal. Donc, on a besoin de remonter le niveau. Ça peut être des niveaux de package, mais ça peut être aussi des niveaux de cadre, niveau d'avantage, pour justement, une fois qu'on a recruté des bons talents, on ne les voit pas partir au bout de 2-3 ans. Alors, je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur une thématique qui est passionnante et qui fait vraiment partie de l'étude, qui est celle de la transformation des organisations, et notamment, qui dit transformation, vous allez à gérer un changement et la conduite du changement, et notamment chez les retailers, comment vous arrivez à diffuser cette culture digitale, cette culture e-commerce chez des gens pour qui c'était pas vraiment le métier et qui finalement sont en train vraiment de changer de métier. Est-ce que d'ailleurs c'est un changement de métier, Romain ? Alors oui, il y avait une structure digitale, elle a toujours existé. L'e-commerce a une dizaine d'années chez Kingfisher. Mais par contre, là, on change complètement de mindset. Et surtout, on passe d'un modèle subi
puisque c'était un peu du jour au lendemain, nos magasins ferment, il faut bien qu'on fasse du business, donc on va accélérer la vente en ligne, à une logique d'accompagnement. Et évidemment, le subi, quand on est forcé, on est obligé de le faire. Quand on n'est plus forcé, il faut s'assurer qu'on arrive à le porter. Et là, on est sur une transformation beaucoup plus long terme, beaucoup plus lourde, qui doit être portée par le comité de direction, par le comité exécutif de l'entreprise, avec une logique de faire comprendre aux gens. Parce qu'en fait, si on force les choses, les gens reviennent sur leurs réflexes habituels. Donc l'adhésion à en quoi le modèle change et en quoi ils doivent participer à cet accompagnement. C'est pas des métiers qui remplacent d'autres, c'est des métiers qui se transforment. Donc c'est pas simplement un top-down, il faut qu'il y ait aussi derrière une adhésion au mouvement. C'est très long. Un mot, David ? Alors, chez nous, la transformation, elle avait commencé il y a quelques années. On est passé du champion français du catalogue au monde du digital, donc forcément une transformation énorme. Il y a eu deux grosses vagues, une transformation d'abord de la logistique, parce qu'on est dans un environnement de logistique très automatisé qui nous permet aujourd'hui de répondre à la demande, c'est un élément important. Et puis après, une transformation sur la partie digitale. Les populations, quand on discutait, il y a encore 50% à peu près des populations qui étaient là il y a 10 ans, qui sont encore là aujourd'hui, donc qui ont accompagné cette transformation. Et puis cette transformation, elle se fait aussi par la recherche dans l'étude, je crois qu'on en parle un petit peu, de ouvrir finalement l'écosystème de collaboration, et c'est pas uniquement des salariés directs comme on peut l'entendre, mais c'est un peu plus large que ça aussi. Alors on va y venir parce qu'on arrive malheureusement au terme de cette table ronde, et je voudrais finalement le résultat de tout ça, on a essayé de le modéliser avec KPMG, et donc j'ai demandé à la régie si on peut mettre la slide, et j'en demande ici auprès de Sébastien, on a été un peu rapidement, mais cette slide là, et je vais vous demander de la commenter, nos trois intervenants et peut-être Sébastien, et en commençant par Pierre qui m'a dit je veux commenter cette slide, et après on demandera peut-être à David et à Romain de nous dire un petit peu où est-ce qu'ils se situent par rapport à ça. Peut-être vraiment brièvement, Sébastien, tu nous dis pour les téléspectateurs ce qu'il y a dans cette slide. Alors très rapidement, ce qu'on peut voir sur cette slide, finalement, c'est les différents stades d'évolution on part d'un commerce très séparé entre le commerce physique et le commerce online, donc en blanc et bleu, et petit à petit on intègre l'organisation et on atterrit à un modèle totalement unifié finalement au stade ultime. Et c'est une des difficultés que j'évoquais au début, effectivement, aujourd'hui à isoler les emplois uniquement sur le commerce physique ou e-commerce. Maintenant tout le monde a des profils hybrides, transverses à l'ensemble des canaux, et ça dépend du niveau de maturité des entreprises. Pierre, un commentaire là-dessus. Ce slide, il est génial, c'est la vie rêvée des anges, c'est la vie rêvée du digital. On aimerait en effet avoir cette séquence de la préhistoire à l'histoire et au commerce unifié où tout marche de façon extraordinaire. Si on fait le striptease ou la radiographie des organisations, c'est pas tout à fait la même chose, bien entendu. Et très souvent, les entreprises, notamment du retail, ont fait l'erreur de passer d'une organisation extrême à une autre organisation extrême au sein de laquelle le web est un sanctuaire, une filiale, pratiquement à l'extérieur de l'entreprise avec d'autres bureaux, et un autre modèle de web disséminé où au contraire le web est un peu partout mais comme un plat un peu fade où on mettrait un petit peu de sel mais pas d'épices. Et ce qu'on voit actuellement dans la tendance du marché, c'est la montée en puissance d'une organisation hybride au sein de laquelle les métiers sont mixtes. Je reprends la job desk rapidement, de Romain. Pierre, parce qu'on et Romain pourra en parler. Romain, il n'est pas CDO chez Casto. Il a un poste qui mêle le digital à d'autres compétences. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez comme idée, c'est que les chasseurs actuellement sont mandatés sur des postes souvent de direction et sur lesquels le digital cohabite et réussit à aimanter d'autres fonctions marketing et communication. Merci beaucoup. Alors, je vois Emmanuel qui fait les gros yeux et je vais quand même par politesse laisser finir les deux intervenants. Juste me dire en un mot où est-ce que vous situez la Redoute et où est-ce que vous situez Romain, et à quelle échéance vous pensez être dans le commerce unifié. Et je vois que Emmanuel va écouter ça avec impatience avant de... On va nous voler nos micros. Donc... Non, nous on est clairement en stade 4. Nous, le commerce, nous c'est plutôt le retail qui est rentré dans l'e-commerce. Donc le retail c'est un élément additionnel de notre e-commerce. Très clair. Il y a 2 ans on était en 2. On débarre le stade 3 et dans 3 ans, on sera dans le stade 4. Bon, je vois qu'Emmanuel est en ébullition. Je vous propose quand même d'applaudir tous nos intervenants. Merci à eux. Merci à KPMG. Et on applaudit Marc qui a géré cette table ronde d'une main de maître. Merci infiniment.